bienvenue sur la télé de Lilou. Je suis au Salon Zen de Paris avec la charmante Mariam. Bonjour. Bonjour Lilou, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis trop contente d'être là. Moi aussi, tu as un vrai rayon de soleil, un bonheur de te voir, tes réels et tes vidéos sur Insta, sur les réseaux et tout. C'est à chaque fois un petit moment de réveil, de coaching qui me fait du bien. Ah, ça fait trop plaisir, merci beaucoup. Ah, j'aime ton état d'esprit, la manière dans laquelle tu le fais. Je t'observe depuis un certain temps, donc je suis ravie de pouvoir faire cette interview. Moi aussi, vraiment. Merci beaucoup pour l'opportunité, je suis trop contente. Ah, ouais. On va bien s'amuser, même s'il y a un petit brouhaha. Bon, on est au Salon Zen, hein, mais voilà, je suis ravie de pouvoir passer ce moment en toute intimité avec toi et de parler plus de ton parcours de développement personnel, mais aussi spirituel, de ton épanouissement, de ta vie de femme, de tout ça, parce que tu es coach hein, et tu donnes de très bons conseils d'ailleurs et qui sont percutants. Mais on sent que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup de moments de difficulté, que tu as gagné en maturité avec les années. Tu es né en Iran, mais rapidement après, tu es venu t'installer en France, à Nanterre, puis dans le 16e. Donc rien que bravo, franchement, tu connais bien. Bah tiens, je te suis. Je suis vraiment touchée, ça fait plaisir, parce que c'est pas tout le monde hein, qui est aussi préparé. Ah, franchement, bravo. C'est la télé de Lilou, hein. Ah bah oui, je vois. C'est trop bien. Non, mais il y a déjà ces grands écarts dès le début que tu as vécu. Et je me demande à quel moment tu t'es intéressée à la spiritualité, parce que je sais que les plus jeunes générations comme toi, vous vous y intéressez ou ça vient plus rapidement. Est-ce que ça fait partie de la manière dont tu as grandi dans ta famille? C'était déjà comme ça ou... C'est une bonne question, tu vois, j'ai vraiment eu une maman très spirituelle. Donc ma mère, elle a toujours été très connectée, elle m'a jamais, tu vois, imposé ou forcée, entre guillemets, à pratiquer une religion, mais par contre, elle m'a toujours vraiment transmis des principes spirituels qui m'ont vraiment accompagnée pendant longtemps. Et même, tu vois, je me rappelle quand j'étais enfant, que j'avais envie de, je sais pas, je te dis n'importe quoi, j'avais envie d'une poupée ou d'un truc comme ça, elle le reliait à la spiritualité et un peu de manière indirecte à la loi de l'attraction, au fait de visualiser la chose et de le demander avec tout son cœur, toute son âme. Et tu vois, donc depuis que j'étais petite, j'avais vraiment cette connexion-là avec ma mère où elle m'a beaucoup inculqué ça. Après, pour être honnête avec toi, il y a eu une période à l'adolescence où j'ai un peu déconnecté parce que je pense que j'étais tellement en souffrance, tu vois, vers mes 14-15 ans, j'étais tellement perdue, j'arrivais pas à comprendre qui j'étais, pourquoi j'étais là, pourquoi est-ce que aussi j'avais des difficultés parce que je me faisais harceler à l'école. Et donc, tu vois, à ce moment-là, il y a une petite cassure dans mon chemin spirituel où je me suis dit non, je crois plus à tout ça, c'est pas possible. Tu vois, j'ai tout remis en question. Et puis, petit à petit, j'ai reconnecté avec ça. Alors, il y a eu différents événements qui me sont arrivés, qui m'ont fait me reconnecter. Mais clairement, dans ma famille, j'avais beaucoup ma mère qui depuis toujours et encore aujourd'hui, tu vois, Mais quand tu parles de vie, justement, déconnectée, parce que quelle est la différence pour toi, justement, à partir du moment qu'on intègre ces principes spirituels et quels sont-ils pour toi? Parce que là aussi... Ouais, carrément. Tu vois, moi, quand j'étais enfant, j'ai un peu grandi dans ce... Ma mère, tu vois, elle me parlait beaucoup de Dieu, de la force, de toutes ces choses-là. Et quand je dis déconnectée, c'est qu'à un moment donné, j'étais tellement en souffrance, j'étais tellement... Tu vois, j'ai fait une dépression, j'étais anxieuse généralisée, j'ai fait de l'anorexie quand j'avais 14-15 ans. Et en fait, à ce moment-là de ma vie, je me suis dit, si Dieu existait, s'il y avait une force plus grande, pourquoi est-ce que je vivrais tout ça? Clairement. Et puis pourquoi aussi est-ce que toutes ces personnes-là... tu vois, je regardais les infos, je voyais qu'il y avait des gens qui étaient en grande souffrance, qui étaient dans la misère, dans la pauvreté, qui étaient malades ou autres. Et donc j'ai commencé à vraiment remettre tout en question et à me dire non, en fait, je crois plus à tout ça, c'est pas du tout... Et tu sais ce qui m'a fait reconnecter avec cette connexion, cette foi, et d'ailleurs peu importe le mot qu'on met dessus, parce qu'on peut l'appeler Dieu, l'univers, la vie, la force, mais ce qui m'a fait me reconnecter, c'est qu'à ce moment-là de mon adolescence où j'étais vraiment tout au fond du trou, tu vois, mes parents,
il m'avait emmené voir des psychologues, des psychiatres, tout ce que tu peux imaginer. J'avais vu toute la panoplie, je les ai vus. Il n'y a rien qui avait marché. Donc tu vois, j'étais vraiment dans le mental. Quand j'allais voir des psychologues, des thérapeutes et tout, j'étais très dans le mental. Ouais. Et ce qui m'a sauvée, c'est la spiritualité, d'une certaine manière, parce que mes parents, ils m'ont emmené voir un magnétiseur. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est un magnétiseur. Carrément. Ouais, ok. Pour ceux qui ne savent pas, un magnétiseur, c'est quelqu'un qui travaille vraiment avec les énergies. Donc, c'est pas une séance où tu vas aller voir quelqu'un, vous allez parler, mais c'est plus quelqu'un qui va travailler avec les énergies de ton corps et qui va les libérer à ta place, tu vois. Et donc, je vais voir ce magnétiseur à 14 ans ou 15 ans et je suis complètement fermée, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous ici? C'est bizarre. Mais après tout, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre, en fait. Voilà, j'y vais, tu vois. Moi, tu étais ouverte. J'étais ouverte et en même temps, j'étais très sceptique, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, je mangeais plus. J'étais vraiment descendue à vraiment un stade... Oui, donc il y a un niveau énergétique, l'énergie vitale était basse en plus. Elle était très basse. Et au bout d'une première séance, il se passe un truc de dingue, c'est que je rentre chez moi, je suis épuisée pendant 2 jours. Ah oui. Et là, il se passe quelque chose que je ne peux pas vraiment expliquer, mais je sens le besoin de respirer, de sortir les énergies, d'avoir du mouvement, de libérer en fait tout ce qui était stocké en moi depuis longtemps. Le grand reset. Vraiment, c'était un reset, mais de dingue, et surtout invisible, parce qu'il n'y avait rien qui s'était vraiment concrètement passé. Et tu l'as lié directement à la séance de magnétisme. Ah ouais, c'était indéniable. Parce que des fois, on essaye plein de trucs, donc on ne sait pas trop d'où ça vient, mais là, c'est intéressant. C'était indéniable. Ça venait vraiment de ce magnétiseur qui avait touché. En fait, il ne me touchait même pas, tu vois, mais juste, il passait ses mains autour de moi. Il bâillait. Comme un robouteux qu'on voyait d'ailleurs dans les villages avant, qui ont ce fluide dans les mains et qui passent à certains endroits, leurs mains les chauffent, ça chauffe. Exactement. C'est un pouvoir de dingue, tu vois. Et moi, je me disais, mais non, mais j'y croyais pas du tout, tu vois. Et en fait, au bout de quelques jours, je commence à respirer, à libérer toute cette énergie. Et là, je recommence à me sentir petit à petit de plus en plus normale. Je recommence à manger, je recommence à fonctionner normalement. Et donc, je vais le revoir une deuxième fois. Ah oui. Au bout de la deuxième fois, mais vraiment c'était... Ah non mais attends, on s'arrête pas là. Et donc au bout de la deuxième fois, on va à un niveau encore supérieur et je me sens mais de plus en plus libérée, de plus en plus moi-même. J'arrive à reparler aux gens, à remanger, à refonctionner. Ah oui. Et à ce moment-là, je me dis... donc concrètement, il y a des résultats et tu continues forcément. Je continue, j'ai été le voir 2-3 fois. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose d'invisible dans tout ça, que je peux pas, tu vois, que je peux pas... Qui est impalpable. Qui est impalpable, en fait. Et qui va au-delà du mental ou de ce que moi, je pouvais imaginer. Et en fait, c'est en voyant en vivant plutôt cette expérience que je me reconnecte à ma foi, à ma spiritualité. Et je me dis, ok, il y a quelque chose dans tout ça. Ce monde est énergétique, finalement. Mais à 1000%. À 1000%. Et c'est là, en fait, où je commence à aller vers un chemin de découverte de moi-même, des énergies, du développement personnel. Tu es devenue une chercheuse, tu es devenue quelqu'un qui était curieuse sur cette quête, dans cette quête de vie, de sens. Exactement. On est assoiffé. Moi, je sais que quand j'ai connu ça en 2001, mais une soif, je ne pouvais pas rassasier cette soif. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun livre, ni aucune expérience, mais c'est quelque chose de bien. Est-ce que ça t'a fait peur à un moment, justement, ce besoin d'aller le revoir, ou ça s'est vite arrêté une fois que ton vase était plein, on va dire Parce que comment tu prends le relais là-dessus, tu vois? C'est une chose d'aller voir quelqu'un de l'extérieur, et après, c'en est une autre de soi-même pouvoir nourrir ça, pour pas être dépendant non plus. Ouais, c'est une bonne question. Ça m'a pas fait... Au début, ça m'a fait peur. La première séance, elle m'a fait peur parce que c'était tellement nouveau pour moi, j'étais tellement pas à l'aise avec ce qui allait se passer. Je savais pas ce qui allait m'arriver, tu vois. J'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive, tu vois. Mais j'étais tellement soulagée, en fait. Après ça, j'étais tellement soulagée, ça m'a... Tu sais, c'est comme si pendant presque 1 an, je vivais plus, j'étais en manque d'oxygène. En mode survie. En mode survie. Et au moment où je vais le voir, mon corps se libère. Je ne saurais même pas comment expliquer le phénomène que j'ai vécu à ce moment-là. Mais changement de paradigme. Exactement, changement de paradigme. Et puis je retrouve la Mariam que j'étais avant, mais sous une autre forme, encore mieux, encore plus libérée, tu vois. Donc là, tu as quel âge? J'ai 15 ans. Ah ouais, donc c'est super jeune. Super jeune. Et puis à ce moment-là, du coup, je vois que ça m'a aidée, mais je ne ressens pas le besoin de retourner encore et encore. Mais par contre, vu que je me sens beaucoup mieux,
je me sens ouverte à étudier encore plus, tu vois, le sujet, m'étudier moi-même, comprendre comment je fonctionne, comment je peux... Ça a dû changer, tu as dû changer dans tes études, dans les rapports aux autres, tes relations à tes amis autour de toi, à tes parents, non? Même à ton orientation professionnelle. Mais vraiment, tout a changé parce que je me suis dit... déjà, je me suis dit, c'est une chance énorme ce que j'ai vécu parce que j'aurais pu ne pas aller voir cette personne. Oui. Et si j'étais pas allée la voir, j'aurais sombré. Franchement, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, tu vois. Oui. Donc, je me dis, c'est une seconde chance. Et ouais, je change ma manière d'être avec mes amis à l'école, tu vois. Je me faisais harceler à un moment donné. Je change ma posture, je suis plus ouverte, je m'affirme plus, j'ai moins peur, je suis moins fermée, tu vois. Donc, prends de la hauteur. Je prends de la hauteur et je commence à réaliser qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand que moi qui me guide, qui me protège, qui m'aide. Et ouais, qu'en même temps, tu co-crées à la fois. Je co-crée. Parce que tu adores co-créer. Exactement. Mais c'est une co-création. C'est une co-création, c'est ça qui est beau. Ouais. Ah, et donc, parce que tu as quand même ressombré dans la dépression à un moment, je crois que c'était à 25 ans après ou avant que tu sois CHO, Chief Happiness Officer, donc tu fais des études, tu vas à Dublin je crois, après tu es à Paris Chief Officer à 25 ans ou 26 ans, je ne sais pas, mais c'était à quel moment déjà cette dépression que tu as eue? Parce que tu avais quand même grandi, on va dire, spirituellement, évolué. Comment on peut vivre une dépression avec tous ces outils-là que tu avais découverts, même de développement personnel? Ouais, c'est une bonne question. C'était à mes 24 ans, juste avant... Non, entre 24 et 25. Pendant plusieurs mois, j'ai vécu cette dépression. Et c'était après, du coup, ce job de Chief Happiness Officer où je m'occupais justement du bien-être des employés dans une entreprise dans la tech. Et comment ça se fait que j'ai vécu cette dépression à ce moment-là? Je pense que c'était vraiment lié au fait que j'étais pas... Je poursuivais des objectifs qui n'étaient pas alignés à qui je suis. Ouais. Et j'étais dans un environnement qui renforçait une version de moi que j'étais pas en fait. Ouais, ou que t'étais plus. Ou que j'étais plus, voilà, exactement. Et donc en fait, je me suis rendu compte que le fait de jouer un rôle comme ça et de se sentir enfermé dans le fait de devoir jouer un rôle pour être accepté des autres, pour avoir un certain statut social, pour avoir une certaine sécurité financière. En fait, je me suis sentie emprisonnée dans ce cercle vicieux. Et tu vois, dans tout ça, il y a eu beaucoup de honte, beaucoup de peur, de rejet, d'insécurité. Et donc, je pense que la dépression, elle est arrivée au moment où j'ai complètement perdu le contact avec qui j'étais. Et j'ai vraiment eu ce sentiment qu'en fait, il fallait que je me force à être une version de moi que j'étais pas en fait, tu vois. Ouais. Et donc, tu avais dévié de ton chemin quelque part, tu avais pris une ligne temporelle beaucoup moins sympa. Beaucoup moins sympa. Et puis, petit à petit. Ouais, tu vois, et puis il y avait une perte de confiance en qui j'étais. Donc, tu vois, plus je rentrais dans ce rôle-là, plus j'avais le sentiment que je ne pouvais pas me permettre d'être moi, parce que si j'étais moi, je risquais de perdre cette validation, cette... Comme tu dis, tu étais rentrée dans un rôle plutôt que d'être toi omniprésente. Ouais, non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est dingue, mais je pense que il y a cet élément-là, et puis le fait aussi de se sentir... de ne pas trouver sa place. Ouais, c'est un vrai sujet, de ne pas trouver sa place. Mais ce qui est fou, c'est que, et justement, tu aides les gens, et tu coaches individuellement, collectivement et tout ça, à travers des formations, à travers tout ce que tu fais, tu n'es pas encore auteur. J'ai hâte. Oui, moi aussi. Mais ça, c'est un autre sujet. Ouais. Mais en tous les cas, tu aides à prendre cette place. Et cette place, on dirait qu'autant c'est prendre une place comme une place vraiment de presque trouver sa fréquence vibratoire, parce qu'on peut en parler, je peux en parler avec toi. Carrément. De cette partie-là. Donc c'est plus large, c'est pas juste une place, un point. C'est pas une place, ce siège, mais c'est quelque chose de plus vaste que ça. Alors qu'on pourrait croire qu'une place, c'est un rôle. C'est figé. Comme ton rôle de CHO. Non, en fait, tu as complètement raison, c'est une super bonne nuance. C'est que quand je dis place, c'est un peu comme tu dis, ta fréquence. Et quand tu trouves ton alignement, il peut prendre différentes formes en fait, tu vois. Ça peut, tu peux vivre cet alignement de manière tellement différente, dans des contextes différents, mais ça demande de vraiment se connecter à soi et de s'écouter. Et puis tu vois, c'est le courage d'être soi, parce que ça demande beaucoup de courage. Tu vois, moi je vois ton parcours, je me dis mais tu as été tellement courageuse de poursuivre ce qui t'inspirait, parce que peut-être qu'on peut... C'est courageux, ouais. C'est très courageux, parce qu'on sait... On ne sait pas vraiment où on va ou ce que ça va donner, tu vois. Mais quand tu te connectes à ça et que tu es vraiment clair et que tu ressens en toi cette vibration, cette énergie, cet élan,
c'est tellement magique ce qui t'attend derrière quand tu as le courage de le poursuivre, c'est incroyable. Puis ce que je trouve, c'est que c'est plus un but à atteindre, mais que petit à petit, on ose aller vers l'inconnu et ça se déploie devant toi. Ouais. Et en même temps, tu suis ton intuition, il y a moins de filets, il y a plus de prise de risque, mais il y a quelque chose où on se sent accompagné. Et... donc c'est plus doux, plus grand encore qu'on pourrait l'imaginer. C'est exactement ça, tu te sens, tu peux vraiment lâcher prise. C'est marrant, j'en parlais avec un ami à moi qui s'appelle Julien Musy. Et on parlait de ça et il me disait, il y a quelque chose de tellement beau dans le fait de ne pas savoir, de ne pas tout contrôler, de ne pas... Et moi, je pense que j'étais beaucoup dans ce truc-là avant, de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Et justement, quand tu te connectes à cette force, à l'univers, à cette force plus grande que toi, tu peux, comme tu disais, co-créer avec elle et t'autoriser à ce que ça prenne différentes formes. C'est une danse en fait. Ouais. Comment concrètement tu te connectes à cette force ou qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour quelqu'un qui écoute cette vidéo et qui débute et qui a envie de... ou même sans débuter mais qui a peut-être perdu cette connexion? Ouais. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien de dire aussi que on peut perdre cette connexion à différents moments. Clairement, on fait un petit tour de rond-point, on s'en rend même pas compte sur le chemin de l'éveil qu'on y est. C'est clair, et je sais que moi je l'ai perdu à pas mal de reprises et en fait c'est un travail continu. Moi ce qui m'aide énormément c'est assez, on l'entend un peu partout mais c'est la méditation, tu vois. La méditation c'est, pour moi c'est quoi la méditation? C'est un peu une forme de musculation mentale et spirituelle aussi, tu vois. C'est un moment où tu crées cet espace pour toi-même, pour te reconnecter à toi. Parce que moi, dans ma vision des choses, je pense que la force, l'univers, Dieu, la vie est en nous aussi, tu vois. Clairement. Et vraiment, je pense qu'on a tendance à poursuivre. On ne se rend pas compte qu'on poursuit tellement d'objectifs extérieurs à nous-mêmes, justement pour trouver ce sentiment d'amour avec un grand A, tu vois. D'appartenance, ouais. D'appartenance à l'extérieur, alors qu'en fait, il est accessible en nous à chaque instant si on se donne les moyens d'y accéder, tu vois. Ça ferait un beau titre de livre, l'univers est en nous. Ah, j'adore! Copyright for her. Just don't take it, okay? It's done. Forget it. The universe covers her. L'univers est en nous, c'est beau, ouais. C'est très vrai, tu vois, c'est trop vrai. Mais du coup, la méditation, la respiration aussi, c'est des pratiques qui me font énormément de bien, qui me permettent de me reconnecter. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est le silence, en fait. C'est ça. Tu vois, parce que tu as l'air hyper active quand même. Ouais, quand on voit toutes les vidéos que tu produis et tout, comment tu trouves ce moment de silence? Ouais, bah, je me force, tu vois. Tu colles sur ton emploi du temps ou quoi? Non, même pas, parce que en fait, quand je fais ça, j'y arrive jamais, tu vois. T'as essayé? J'ai essayé. Ah ouais, j'ai essayé, j'ai tout essayé, mais ça marche pas, tu vois. Mais ce que je fais, c'est que je le priorise dès le début de la journée. En milieu de journée aussi, j'aime bien me mettre un moment, tu vois, où je stoppe, je fais une pause et je me retrouve avec moi-même. Et je sais que en nourrissant cette part de moi, je nourris tous les autres domaines de ma vie parce que finalement, c'est un effet domino incroyable. Tu t'en es d'autant plus productive et t'injectes encore plus de ton énergie dans chaque chose que tu fais. C'est ça, ouais, c'est ça, complètement. Donc ouais, la méditation, la respiration, la marche, tu vois, c'est simple, mais... le sport aussi, le sport, ça me fait tellement... Ah ouais, j'adore le sport. Je trouve que c'est... En fait, tu sais, on parle beaucoup d'énergie et d'ailleurs, je crois que Dispenza, Dr Joe Dispenza, hein, que tu... Dr Joe Dispenza. Pas tout le monde ne le connaît, même s'il est hyper connu. Dans ma tête, tout le monde le connaît, hein, franchement. Pour moi, c'est... Ah non, il faut que vous connaissiez Dr Dispenza quand même. Mais ouais, il parle des émotions comme étant de l'énergie en mouvement. Et en fait, moi, je trouve que dans le sport, tu as vraiment cette... Le sport, c'est une pratique presque spirituelle finalement parce que tu bouges ton corps, tu es tellement en mouvement que tu fais circuler les énergies en toi en fait. Et c'est vraiment, tu vois, quand je te parlais de ce magnétiseur, après être allée le voir, je ressentais le besoin de respirer et de faire du sport. Comme si, tu vois, je sentais qu'il y avait des choses qui devaient se libérer en moi. Bah, souvent, l'énergie, justement, elle stagne dans une partie de notre corps, elle circule mal, le chi. Cette énergie vitale ne circule pas bien et c'est ça qui fait qu'on ne se sent pas bien, on n'est pas trac, ou on a des douleurs et des blocages dans notre vie. Des blocages, exactement. Bah d'ailleurs, en Asie, ils ont bien compris cet aspect-là. Tu vas en Asie de temps en temps, t'as vu à Bali dernièrement? Je suis allée à Bali, c'était trop bien. Ouais. Ils sont quand même hyper spirituels là. Ils sont tellement spirituels et tu vois, il y a vraiment cette culture aussi de
prendre soin de soi, du mouvement, de la méditation, du yoga. Il y a tellement de choses là-bas qui sont... C'est normalisé là-bas, tu vois, c'est vraiment... Mais alors comment tu gères, parce que tu en parles dans tes podcasts, mais cette hypersensibilité, comment tu gères ça alors face à tout ça? Parce qu'on peut vite se laisser peut-être embarquer, ou quand on a une forme de... Même si l'hypersensibilité n'est pas une fragilité, elle peut à un moment aussi nous jouer des tours et faire que peut-être qu'on s'embarque dans des trucs tu vois, qui ne sont pas les mieux pour nous. Non, enfin, comment tu vois l'hypersensibilité et un peu les dangers ou les risques aussi, et le point positif, parce qu'il y a des deux forcément. Ouais, c'est une bonne question parce que moi j'ai beaucoup souffert de mon hypersensibilité, surtout quand j'étais plus jeune et que je me disais, je me sentais submergée par ce que je ressentais et j'arrivais pas forcément à comprendre ce que je ressentais, à écouter ce que je ressentais et à en faire une force dans ma vie, tu vois. Oui. Et je pense que justement ces pratiques-là de méditation, de silence, où je pouvais vraiment m'écouter et tu vois, de reprendre un contact avec moi. Ouais, je vois. Parce que ce qui se passe souvent quand on a ce trop... Enfin, je ne vais pas dire trop plein d'émotions, mais c'est ces émotions très fortes. Des énergies. Des énergies tu vois, qui viennent un peu comme des vagues. Ouais. Bah, c'est que on a l'émotion et on a la réponse à l'émotion qui vient juste après, tu vois. On ne prend pas le temps de créer un espace pour accueillir l'émotion, la comprendre, s'asseoir avec elle, voir ce qu'elle vient nous apporter comme message, tu vois. Et le fait de faire ce travail-là conscient, de se dire « Ok, je ressens de la colère. Qu'est-ce que cette colère, elle vient m'informer? Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Je ressens de la frustration. » Il y a des Quelle moments tristesse cache-t-elle? Oui, exactement. Quelle tristesse cache-t-elle et que je ne veux pas m'avouer parce que j'ai peut-être peur d'ouvrir cette porte-là, tu vois. Et de ressentir tout ça. Et de ressentir, tu vois. Ressentir, c'est tellement important et c'est quelque chose qu'on s'empêche tellement de faire. On est tellement dans la fuite, tout le temps dans la fuite, tu vois. J'en parlais avec une amie hier qui a écrit un livre sur la solitude et elle me disait c'est dingue quand on se sent seul ou quand on se sent triste, en colère, on a tendance à tout de suite répondre à cette émotion avec une stratégie de fuite, tu vois. On va vraiment faire un truc, on va prendre notre téléphone ou on va regarder Netflix ou on va appeler quelqu'un. Ou de rentrer dedans. Ouais, ou bien rentrer vraiment dans la colère. Mais finalement, s'autoriser à la ressentir, c'est tellement puissant. Ouais. Et ça désamorce en fait son pouvoir sur nous. Parce que je pense que, tu vois, plus il y a de la résistance et plus on se dit non, il ne faut pas que je ressente ce truc-là, c'est trop, c'est pas bien. Plus elle s'installe, tu vois, c'est comme cette image de la vague qui tape contre un mur. Elle va être beaucoup plus forte si elle est face à de la résistance que juste si on la laisse passer. Ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a des fois des choses qu'on ressent dans nos vies ou des blocages qui sont même pas liés à nous, qui sont liés à nos ancêtres, qui sont liés à un collectif, qui sont liés à, tu vois, et même, on va pas aborder dans cette interview les entités, mais il y a vraiment quelque chose aussi, tu vois, qui peut nous affecter à des moments où on est un peu plus des carapaces vides, on va dire, pas en contact justement, pas relié à notre force intérieure. Et là, en fonction de nos traumatismes et ce qu'on a vécu, et là, on peut se faire embarquer où il y a autre chose, tu vois. Est-ce que tu te protèges, tu te purifies, tu fais des choses pour revenir dans tes énergies à toi? Ouais, il y a plein de petites choses que je fais. Parce qu'à Bali, ils y vont. Ah oui, ils y vont à fond. Et moi, j'ai adoré ça, j'ai trouvé ça tellement inspirant, tu vois. Moi, j'adore l'encens, la sauge. J'aime bien avoir des petits rituels comme ça avec la sauge ou bien, tu vois, juste simplement le fait de bien respirer. Parce que quand je respire, je visualise vraiment ces énergies qui circulent et je me vois vraiment créer un espace en moi où un peu cet espace... cet espace sacré où je laisse rien, pas rien, parce que forcément il y a des choses qui vont rentrer, tu vois, mais... Tu fais monter tes vibrations. Je fais monter mes vibrations, ouais, c'est ça. Et puis tu vois, il y a tellement de pratiques différentes. Moi j'aime bien, par exemple, quand je me douche, me visualiser le fait que tout part, tu vois, tout est en train de... Je douche pas juste mon corps, mais toutes les énergies, les émotions... Bon, on va parler du pouvoir de l'intention, parce que là, quand tu fais ça sous la douche, c'est pas que l'eau, hein, on est d'accord. C'est clair. L'intention, c'est dingue. Ah, tu l'as adressé pas mal de fois dans tes podcasts. Ouais. Parle-nous de cette puissance de l'intention. Pour moi, tout peut être complètement différent, juste avec une intention claire. C'est incroyable à quel point je trouve que ça change tellement la vie d'être clair sur ses intentions et de se dire, ok,
ce truc-là, cette action-là que je veux faire, ou tu vois, même simplement commencer sa journée en se posant la question, mais c'est quoi mes intentions pour cette journée? C'est ça. Mais c'est dingue, la plupart d'entre nous, on commence pas nos objectif, journées... intention. Non, non, pas objectif, intention. Et c'est vrai qu'il y a un gros sujet de c'est quoi la différence entre les deux. Pour moi, un objectif, je le vois vraiment comme un peu quelque chose d'extérieur à moi-même, tu vois. C'est vraiment quelque chose que je vais poursuivre. C'est un peu ce truc de... j'atteins le sommet. J'atteins le sommet. De l'Everest. C'est quoi voilà. Tu l'as regardé là? C'était incroyable. Incroyable. Ah, ça m'a mis une claque. Hein. Ouais. Mais oui, les objectifs, je le vois vraiment comme cette liste, tu vois, que tu coches, alors que les intentions, c'est quelque chose de très personnel. C'est toi et tes intentions. C'est comment est-ce que tu veux vivre ta journée? Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres? Qu'est-ce que tu veux transmettre comme énergie? Tu vois, c'est ça en fait. Ça. Donc, ouais, pour moi, c'est trop important d'être clair sur ses intentions. Après, il y a forcément des moments où on peut retourner en pilotage automatique. Ouais. Ça nous arrive à tous. Hein. Je pense que c'est OK. Parce que je pense qu'on peut aussi rentrer dans une culpabilité de se dire j'ai pas été intentionnelle sur ça. C'est OK. On a tous des moments où... Parce qu'il y a tellement d'infos, et c'est vrai que c'est un bon point, parce qu'il y a tellement d'infos qui circulent, de choses qui sont dites, de coaching hein, même, que d'un seul coup on peut tomber dans un trop-plein de tout ça, alors que la spiritualité incarnée, en tout cas... Elle préconise, enfin même s'il n'y a pas de livre, ni de... Je veux dire, parce qu'après c'est individuel, hein, c'est chacun, mais c'est quand même hyper vaste. Ah oui, c'est hyper vaste. C'est hyper vaste. Ouais. Donc c'est pas quelque chose de... J'ai perdu mon petit fil, mais... Ouais, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et puis tu vois, je pense qu'il y a aussi cette beauté de se dire que dans notre chemin humain, tu vois, et dans notre pratique de la... Parce que moi, je crois vraiment qu'on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine, comme il disait Pierre Teilhard de Chardin, mais dans ce chemin-là, je trouve que c'est tellement important de réussir à réconcilier ces différentes parts de nous et de se dire que le but, c'est pas d'être parfait, c'est pas, tu vois, c'est tellement... Et d'avoir la to-do list spirituelle. Oui, exactement. Tu vois, c'est limite, on va à l'encontre de ce qu'on voulait créer. Hein. On rentre dans un truc un peu nocif où on se juge parce que... moi, je sais que j'ai eu ça à pas mal de reprises. Est-ce que la bienveillance, s'aimer, c'est quand même un gros sujet pour toi? Ah, c'est tellement un gros sujet. Pour moi, c'est la base de tout. Parce que très souvent, ce qui se joue, en tout cas de ce que j'ai observé, c'est que quand on n'arrive pas à créer cette sécurité à l'intérieur de nous, on va la chercher partout ailleurs. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va rentrer dans une dynamique où on dépend du monde extérieur pour nous rassurer, pour nous valider, pour nous confirmer. Et sans se rendre compte, on peut avoir toute la validation du monde, toute la confirmation du monde, ce ne sera jamais assez, ce ne sera jamais réellement satisfaisant pour nous et d'une certaine manière, on va s'emprisonner dans ce regard des autres. Tu vois. Alors que quand tu connais ce regard des autres. Ouais. Parce que tu es quand même, on peut dire, une influenceuse, non? Il y a une certaine forme de pression aussi, ou de regard, où on attend tes prochaines vidéos, tu as des milliers, des centaines de milliers de personnes qui te suivent, donc tu connais cet aspect-là. Oui, je connais. Mais je pense que c'est un super exercice, tu vois. Moi, ça m'a tellement aidé de m'exposer comme ça au regard des autres tous les jours, et de me dire... Je suis sûre que tu t'y attendais pas. Ah non, franchement... Ah ouais, je m'y attendais pas du tout. Et je me suis dit, mais c'est dingue à quel point le fait de partir de ce principe et de me dire, tu sais quoi, je vais m'y exposer autant de fois que nécessaire. Et puis, je pense qu'à un moment, ça va devenir de plus en plus... OK pour moi, en fait. Je vais plus ressentir autant de tension, de stress, d'insécurité. Et c'est vrai que plus on s'expose à une peur, plus on la libère et on s'en libère, tu vois. Mais je suis sûre que pour toi, ça a dû peut-être être la même chose avec les interviews. Ne retourne pas, je sais que tu interviews et tu essayes de repasser en mode intervieweuse. On le fera sur ton podcast. Okay, mais non. C'est vrai, c'est un défaut, ça. On reste sur toi. Okay. Non, parce que c'est intéressant comment tu fais face à cette pression au regard des autres. D'ailleurs, tu l'adresses dans des vidéos. Oui, j'en parle parce que je pense que c'est vraiment c'est un des plus gros freins qui nous empêche de vraiment exprimer notre plein potentiel. Il y en a tellement parmi nous qui ont envie de faire plein de choses différentes, mais qui s'en empêchent parce qu'ils pensent à ce que leur ancien collègue Jean-Michel ou je sais pas, leur cousin ou leur cousine va penser. Leurs parents. Ou leurs parents, ou tu vois, leurs partenaires, etc. Alors que finalement,
quand tu es connecté à ta véritable mission, que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, que tu as une bonne raison de faire face à cette peur, c'est tellement magique derrière ce qui se passe et ce qui t'atteint que... Et puis tu vois, moi ce qui m'a beaucoup aidée dans le regard des autres, c'est de m'imaginer à la fin de ma vie, tu vois, à 90 ans, 100 ans, j'espère que je vivrai 100 ans, tu vois, et de me dire, et de repenser à ces moments-là où j'aurais pu m'exposer, sortir de ma zone de confort, faire des choses qui me plaisent vraiment, mais que je me suis empêchée de le faire à cause du regard des autres. C'est vraiment un exercice hyper puissant parce que tu te connectes à ce qui compte vraiment et tu te rends compte que... Mais tu sais que cet exercice-là est inclus dans le premier défi des 100 jours que j'avais coécrit, qui est Vie extraordinaire, qui ressort cette année. Parce que justement, oui, faire cet exercice à 99 ans et voir quel conseil même on pourrait se donner là maintenant, c'est hyper puissant. Ah, c'est trop puissant. On a ce recul. Et ça, c'est spirituel aussi. C'est complètement spirituel. Mais tu sais, je me suis vraiment beaucoup posée sur cette question et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment quelque chose avec la mort dont on ne parle pas assez et qui, je trouve que quand tu vois, tu penses à la version de toi de 99 ans, qui est proche de partir, tu vois, tu te rapproches de la vérité, tu te rapproches de ce qui compte vraiment et de ce qui est vraiment vrai pour toi, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est le meilleur mentor ou maître spirituel, c'est dans un sens la version de toi qui a 99 ans. Quoi. Et puis puis surtout une version à 99 ans souriante et heureuse. Et heureuse, ouais. Et qu'est-ce que je voulais parler un petit peu de technologie aussi avec toi, parce qu'on voit l'intelligence artificielle, tout ça qui arrive, la technologie. Qu'est-ce que tu en penses tout ça avec cet équilibre? Comment tu le vois toi Moi, je l'ai Quel âge maintenant? J'ai 28 ans. 28 ans, donc à 28 ans, tu es en plein dedans. C'est une vraie révolution là qui est en train de se passer, non? Ah oui, c'est énorme. Comment tu le vois par rapport à ton métier de coach, au développement humain, pour l'humanité? Tu vois, quel est ton sentiment à ce stade d'évolution? Parce que ça va tellement vite et ça va aller très vite. Ça va aller très vite. On précise, nous sommes au Salon Zen de Paris en 2024. Si vous voyez cette vidéo en 2030 et que nous sommes un peu plus ridés qu'à l'heure actuelle et que je fais toujours des émissions de la télé des loups parce que je ne peux pas m'en empêcher et je ne sais pas si à 99 ans j'en ferai encore, mais je l'espère. J'adore. Mais ouais, c'est vrai que moi ça a pas mal changé cette relation à l'intelligence artificielle, à tout ce qui se passe dans ce domaine-là, parce que au début j'étais un peu inquiète, j'étais un peu dérangée par ce que je voyais. Et en fait maintenant j'ai une vision complètement différente de la chose où je me dis, pour moi l'intelligence artificielle c'est un outil comme un autre qui peut nous aider chacun à améliorer notre vie, à amplifier notre mission, à gagner du temps, à gagner peut-être aussi de l'argent, de l'énergie. En fait, pour moi, je pense que je le vois vraiment aujourd'hui comme un outil et comme un allié plutôt que comme une menace. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que j'avais vraiment ce truc de me dire mais on va où? Ça fait peur, etc. Et il y a vraiment une partie de l'intelligence artificielle qui me fait encore peur aujourd'hui. Mais vraiment, avec du recul, j'ai décidé en tout cas de le voir comme ça. Très bien. Et je pense que c'est un... De toute façon, si on a le obligé. choix, on est obligé. Tu vois. Ce serait vraiment dommage de lutter contre ça parce que de toute façon, tu ne peux pas lutter contre ça. Ouais, en fait. C'est qu'est-ce qu'on en fait comme à chaque Qu'est-ce qu'on fois. en fait et comment on en fait quelque chose de bénéfique. Et c'est compatible avec la spiritualité? Où il y a des parallèles? Moi, je pense, tu vois, j'ai beaucoup réfléchi à ça. et je me dis... Là, on a une exclusivité. J'adore. C'est une super question en plus, c'est une très bonne question. Je me dis... Ça sera en reel. Ah ouais, j'adore cette question. L'intelligence artificielle et la spiritualité, est-ce que c'est incompatible? Je pense que c'est compatible dans le sens où c'est fou de se dire qu'on arrive à créer de l'intelligence artificielle avec les ressources qu'on a déjà sur Terre, tu vois. Donc moi je me dis, si on a déjà ces ressources et que l'humain a réussi à créer des formes d'intelligence supérieures grâce à ces ressources, c'est qu'il y a quelque chose aussi à utiliser là-dedans et qui peut être vraiment bénéfique pour l'être humain, tu vois, et pour notre développement. Et je le vois pas comme une entrave à la spiritualité, parce que pour moi, la spiritualité, ça va tellement au-delà de tout ça. En fait, c'est une force qui est tellement puissante, tellement grande que je vois juste l'intelligence artificielle comme
Soutenir cet éveil des consciences peut-être. Ouais, je le verrais plus comme ça. Excellent. Parlons de ce que tu proposes, parce que c'est quand même génial. Tu faisais du coaching individuel avant, maintenant tu le proposes en collectif. Tu peux nous en parler? Carrément. Bah, du coup, parce que tu es passionnée par ça. Ah, j'adore, j'adore. C'est vraiment... J'adore coacher les gens. J'adore coacher les gens. Et tu sais, j'adore les coachings de groupe. Ce qu'on fait dans mon programme Nouveau Départ, c'est tellement puissant parce que chacun vient avec ses problématiques, ses peurs, ses blocages en fait. Et le fait de voir chaque personne s'autoriser à ouvrir son cœur, à partager ses difficultés, déjà avec rien d'autres. Que ça, ah oui, avec d'autres, rien que cet exercice-là, il est transformateur. Et puis le fait de les coacher comme ça en collectif, c'est hyper puissant. Il y en a un qui a une problématique qui va impacter un autre, puis un autre, puis un autre. C'est sur combien de temps? C'est sur 3 mois. 3 mois. Ouais. Et c'est des groupes de combien? Ça dépend, tu vois, on est à peu près une trentaine. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas vraiment de limite, mais en moyenne, on est une trentaine dans les lives, tu vois. Avec des problématiques similaires, non? Parce que ça se... Assez similaires, tu vois. C'est souvent autour de la confiance en soi, du regard des autres, de mettre ses limites, de la légitimité, parce qu'il y en a pas mal aussi qui viennent avec cette envie de se lancer, tu vois, dans un projet entrepreneurial ou... quand on te voit, ça fait envie, hein. Ça fait plaisir, merci. Mais oui, il y a toujours ce truc de je me sens comme un imposteur, je suis pas assez légitime. Oui. Et donc, tu vois, moi je me dis... Et en effet, il y a des connaissances aussi à acquérir. Hein. Bien sûr. Alors ça, c'est clair et net. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net, mais après, je pense que il y a aussi parfois, tu vois, il y en a qui acquièrent plein de connaissances, qui sont beaucoup dans... C'est jamais assez. Et ils rentrent dans ce cercle vicieux. Ce syndrome de l'imposteur. Ce syndrome de l'imposteur où ils font jamais, vraiment, parce qu'ils ont peur que ce ne soit pas assez et qu'ils ne soient pas légitimes aux yeux des autres. Donc, c'est un autre fuite, un autre moyen de fuir, non? Exactement. C'est un mécanisme de fuite qui leur permet d'éviter de faire face à ce regard des autres, à ce jugement. Et moi, ce que je leur dis souvent... Et de briller pleinement, parce que comme disait Marianne Williamson... Oh, me dis pas ça, c'est ma citation préférée, j'adore. J'adore cette citation. C'est quoi, redis là? C'est à peu près. Notre plus grande peur, c'est pas d'être inadéquat, mais de briller justement pleinement de notre pleine puissance. Et je me rappelle plus exactement de chaque mot qu'elle utilisait, mais c'est vraiment ça. C'est que ce qui nous fait peur, c'est de briller et de nous autoriser à prendre de la place. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a une part de nous qui se sent pas, qui s'autorise pas à ça. Et je pense qu'on est tellement conditionné depuis l'enfance à demander la permission pour être, faire, avoir, expérimenter certaines choses, que même en étant adulte, on attend indirectement cette permission des autres. Et on est sans cesse dans cette attente d'une permission extérieure. Et je trouve que c'est tellement beau quand on se donne cette permission à nous-mêmes et qu'on s'autorise, tu vois, qu'on s'autorise à y aller imparfaitement, à briller et à se dire, j'ai pas besoin d'être parfait, je peux juste me montrer telle que je suis, avec mes failles, avec mes forces. Et c'est ça qui est trop beau, quoi. J'ai encore plein de questions, mais je suis ravie de ce moment avec toi. Vraiment. Je sais qu'on aura l'occasion de se revoir. Donc tes formations en ligne, on te retrouve sur ton Insta, tout ça. Je mettrai tout ça en dessous de la vidéo en description. Ouais. Et que souhaiter aux chers co-créateurs là qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire comme mot final, ou si tu veux? Honnêtement, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est autorisez-vous. Autorisez-vous à prendre de la place, à explorer différentes parts de vous, à accepter que ce ne sera pas parfait, que ce ne sera pas linéaire, mais qu'il y a de la beauté justement dans le fait d'y aller imparfaitement. Et de toute façon, tout ce qui vous attend derrière, c'est tellement magique et ce sera tellement meilleur de toute manière que ça vaut vraiment le coup de se donner cette chance. Voilà. Quel bonheur d'avoir pu passer ce moment avec toi. Merci beaucoup. Bien. Merci beaucoup Lilou, c'était une grande joie. Vraiment merci. Et à très vite. À très vite. Et on vous embrasse très très fort, chers co-créateurs. À bientôt. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner. À vous abonner à cette chaîne. On va aussi faire des petits reels. Vous allez voir sur nos Insta réciproques pour partager ces moments, parce qu'il y a vraiment eu plein de pépites. Ouais. Et même je vois bien un bon petit condensé de ce moment passé ensemble, même en 10 minutes là, tu vois, on va le crocher là, le truc, ça va être... j'adore, c'est une très bonne idée. Il y a plein de bonnes choses, il y a des pépites. Gros bisous. Bisous. On vous embrasse.